CRSH, qui est un projet comparatif sur les relations entre communautés et compagnies minières et État aussi, parce que l'État est toujours là-dedans, d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est un petit peu là-dedans et aussi dans un projet qu'on a déposé, un projet savoir sur des ententes entre minières et communautés. Bon, il n'est pas encore financé, j'en parlerai pas trop, on va le savoir peut-être bientôt, mais en tout cas, ça permettait de débroussailler le terrain aussi. C'est en lien également avec mes travaux sur les politiques autochtones comparées, là, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors, là où j'ai mis, c'est le livre que j'avais publié il y a quelques années sur les politiques autochtones au Canada. Là, il y a une version anglaise qui va paraître très bientôt. Et là, on travaille sur une comparaison avec la Norvège, mais justement, le Chili était intéressant. C'est un autre cas et en fait, le mois que j'ai passé là-bas m'a convaincu qu'il y aurait quelque chose à faire. Il y a des comparaisons intéressantes à ce niveau-là. J'en fais un petit peu, je vais quand même surtout me centrer sur le cas du Chili, trois cas, en fait. Donc, les jours à moi, j'ai dit. Donc, trois cas, le parc national de Villarrica, qui se trouve en Araucanie, avec les Mapuches, Huasco Alpinos, qui est dans la région de Ienar, qui est dans le sud de l'Atacama, donc avec les Diaguitas, et les Salar d'Atacama avec les Licanante ou Atacameños. Alors les deux derniers, c'est des projets miniers, mais le premier, c'est un projet de parc national. Ça, c'est mes vieux amours, les parcs nationaux. J'avais travaillé là-dessus à la maîtrise, mais j'ai toujours suivi ça, et en tout cas, il n'y a pas de mine dans l'Araucanie. C'est peut-être une sorte. Il y a beaucoup d'hydroélectricité, il y a beaucoup de foresterie, mais il n'y a pas de mine qui fonctionne en Araucanie. Par contre, dans l'Atacama, il y en a. Voilà. Puis je soulignais, ça, c'est l'invitation de Gonzalo Bustamante, là, qui est professeur à l'Université de la Frontera, donc à Temuco, qui m'avait, en fait, ça fait longtemps qu'il m'invite et que j'ai jamais le temps, mais bon, une AER, c'est bien, on a le temps. Donc, j'ai pu y aller un temps plus long que je peux le faire d'habitude. Donc, cette présentation s'est basée un peu, c'est une discussion que j'ai eue avec Gonzalo, évidemment, qui lui travaille sur ces enjeux-là, mais aussi des rencontres avec des leaders sur Mapuche évidemment, en Araucanie et Diaguita et Licanante pour la région de l'Atacama. Et surtout les visites des sites aussi, de chacun des sites, parce que je trouve que dans les questions minières, il faut voir les sites, sinon on ne comprend pas trop ce qui se passe. Donc voilà. Et puis aussi, il me rend compte, je travaille avec lui un petit peu, là, on publie un livre d'ailleurs comparatif sur le Chili et aussi, enfin sur moi, Chili. Ouais, c'est ça, Chili, Canada, sur les questions des industries extractives. Donc, l'Observatorio Ciudadano, observatoire citoyen en fait, qui a développé une méthode qui mesure l'impact sur les droits humains dans le cadre des projets extractifs. Donc, ils ont développé ça. Ils sont financés beaucoup, en fait, très souvent par le Canada. Je sais qu'ils ont beaucoup de relations, oui, c'est par des organismes canadiens en grande partie. C'est José Alwyn qui a fait ses études au Canada, des liens, je pense. Mais donc, il finance une série de recherches justement dans le cadre de projets extractifs, mais pas uniquement au Chili, c'est Chili, Pérou, Bolivie, en grande partie, et quelquefois d'autres pays. Donc, lui a apporté une contribution. Là, j'ai eu de bonnes discussions avec lui et ses rapports, etc. Voilà, donc c'est à peu près ça. Euh, le Chili, bon, on ne peut pas montrer la carte dans le bon sens parce que c'est bien trop grand le Chili, donc il faut la coucher. Le nord est à votre droite, le sud est à votre gauche. Le froid est à gauche, le chaud est à droite. Parce que, évidemment, quand on est au Chili, on est dans l'hémisphère sud, tout est inversé. Ça, c'est une carte qui représente les différentes populations autochtones. C'est à peu près 12 à 13% de la population qui se considère autochtone au Chili. Grande majorité, c'est les Mapuches. Qui sont dans la région de l'Araucanie. C'est le premier cercle à gauche rouge. Là, c'est donc la première étude que j'ai faite. Là, c'est dans la région de Temuco. Ensuite, Aymara, Quechua, Diaguita, Licanante, Rapa Nui, c'est l'île de Pâques. Ça fait partie aussi du Chili. Donc, les trois sites sont
que j'ai indiqués, donc un en Araucanie, un au sud dans la région de Villena, donc dans le sud de l'Atacama, et un autre plus au nord d'Atacama, autour de San Pedro d'Atacama, dans les Salars. Le sud du centre, c'est ça. Sud du sud, c'est un parc national. Le centre, avec les Diaguitas, c'est de l'exploration minière. Mais vous verrez, l'exploration minière, c'est assez impressionnant dans ces endroits-là. Alors, bon, évidemment, les Salars, ce sont des mines en exploitation depuis longtemps. C'est de lithium. Hein. Si vous avez des voitures électriques, ça vient probablement de cette région-là, en passant par la Chine. Donc, c'est ça. Bon, une colonie de peuplement comme partout dans les Amériques, mais des particularités quand même importantes. D'une part, bon, assez tôt, hein, 16e siècle, en fait, c'est le royaume du Pérou par le fameux Pizarro qui a conquis le royaume Inca et qui ensuite sont descendus pour essayer de reprendre tous les territoires qui étaient contrôlés par les Incas. Et le nord du Chili était contrôlé par les Incas. Donc ça a été intégré très rapidement au royaume du Pérou autour du XVIe siècle. Par contre, il y a eu une très forte résistance des Mapuches qui ont bloqué toute colonisation. Il y a eu des essais au XVIe siècle, il y a eu 2 essais de contrôler ces régions qui ont échoué complètement. Et donc, ça n'a été intégré au Chili qu'en 1880, donc beaucoup plus tardivement. Ça, c'est des fameux Mapuches qui se sont procurés, vous voyez, des casques espagnols, etc., et les canons, etc., et qui ont été capables de résister très longtemps. C'est un peu comme au Canada, on a un peu quelque chose de similaire, mais ce n'est pas en termes de résistance, mais c'est par exemple sur la côte ouest, là, c'est à peu près aussi dans le 19e siècle que véritablement il y a eu une prise de contrôle par les Européens de ce qu'on appelle maintenant la Colombie-Britannique. Mais du côté des Mapuches, ça a vraiment été une résistance pendant très très longtemps et finalement, bon, avec des armées plus modernes, le Chili a finalement réussi à conquérir ces territoires, mais donc c'est intégré de façon très récente. Pas de traité, quoi qu'il y ait des discussions, j'en ai parlé avec Gonzalo, avec les Mapuches, il y a eu des formes d'entente avec les Mapuches et qu'il y a des essais de les faire reconnaître comme traité. Là. Donc ça pourrait sortir, en tout cas, à suivre ce qui va se passer devant les cours. Si on regarde sur le contexte, la loi, ça aussi, le Chili est très particulier. Hein, c'est le seul pays d'Amérique latine qui n'a pas de reconnaissance constitutionnelle des droits autochtones. La constitution chilienne, qui date du gouvernement Pinochet, n'en fait pas mention. On verra après, il y a eu des efforts de le changer, mais clairement, pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Par contre, on a une loi indigène qui donc est votée en 93 avec les gouvernements démocratiques qui succèdent à la dictature, avec un processus de reconnaissance des communautés autochtones. C'est-à-dire que les autochtones peuvent demander des groupes autochtones, évidemment, qui démontrent qu'ils sont autochtones, des preuves d'occupation du territoire, etc. Et la CONADI, qui est l'organisme qui a été créé, la Corporation nationale de développement autochtone, qui a donc été mis en place, c'est elle qui est en charge d'étudier les dossiers qui sont déposés et de reconnaître ou non des communautés autochtones. Par exemple, le cas de Diaguita est un cas intéressant. Les Diaguita avaient disparu comme peuple, en fait, et ils se sont reconstitués suite à cette... les Mapuches, non, parce que les Mapuches avaient maintenu une unité et des structures politiques, mais les Diaguita avaient été complètement... ils étaient toujours là, évidemment, mais ils n'étaient plus du tout reconnus, ils n'avaient aucun statut. Donc, processus de reconnaissance qui est assez important, mais c'est l'État qui reconnaît, un peu comme toujours. Hein. C'est l'État qui le fait. Terre, il y a achat-restitution des terres autochtones, mais c'est très, très limité. Hein. Ce n'est pas du tout comme les revendications territoriales au Canada, là où on parle de territoires importants. Là, c'est véritablement des territoires qui avaient été conservés, des formes de réserve qui ont été mises en place dans certaines régions. Donc, c'est du territoire vraiment... Et de la propriété privée. Par moment, les autochtones sont propriétaires privés des terres. Donc, on a vraiment un patchwork de territoires. Quand on parle des autochtones, on verra dans le cas des Diaguita, en fait, il y a une particularité parce qu'ils ont utilisé un autre véhicule pour contrôler leur territoire. Et protection du foncier reconnu, donc ça. Développement, parce que ça le dit hein, dans le titre, c'est une agence de développement.
Donc, ça vise aussi au développement, surtout à projets communautaires, agricoles et touristiques. Il y a aussi du financement pour la protection des langues et de la culture, évidemment. Et aussi, c'est cet organisme qui contrôle la participation. Et ça, c'est la partie, c'est important. Voilà, c'est toutes les consultations qui doivent se faire dans le cadre des projets extractifs, notamment ou hydroélectriques. Et donc, c'est eux qui ont un registre et qui dit qui peut participer ou pas à ces consultations. Alors, à la limite, il n'y a pas de reconnaissance d'autonomie politique, pas du tout. Restriction territoriale très limitée et un pouvoir décisionnel très faible sur les projets miniers. En fait, la CONADI ne s'occupe pas de ça. C'est d'autres ministères qui le font. Eux, ils organisent des consultations. Et ils décident qui peut aller aux consultations, en fait, parce que c'est à partir de leur registre. Ouais. Est-ce que les consultations, c'est des mécanismes obligatoires? Oui, mais j'y viens. Là. Par contre, ça c'est une particularité en fait, qui est différente du Canada. Vous savez que le Canada n'a pas signé la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail, qui est la première convention. Une convention, c'est un instrument contraignant en droit international. Ça veut dire que si vous signez cette convention, vous devez l'appliquer. Si vous ne l'appliquez pas, les gens en tout cas, on peut vous poursuivre. L'État peut être poursuivi pour la non-application. Donc, elle a été signée par le Chili en 2008, donc assez récemment, mais elle n'a pas été signée par le Canada, par exemple. Le Canada n'a toujours pas signé parce que ça, justement, il y a une consultation obligatoire. Donc, c'est ça, consultation obligatoire, 169, et donc c'est en fait la CONADI qui est en charge de réaliser cette consultation obligatoire. Mais là, on parle d'une consultation, on ne parle pas de... Et il y a l'adhésion à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui, elle, n'est pas un instrument contraignant. C'est un instrument international non contraignant. Ça veut dire que si vous ne respectez pas la déclaration, personne ne peut vous poursuivre pour ça. À part si vous en faites une loi nationale, comme dans le cas du Canada, ce qui n'est pas le cas de... Et là, on parle de consentement libre, préalable et éclairé. Je vais peut-être enlever ça pour dire que j'ai une conférence. Oui. Ça. Ignoré. Voilà. Bon. Consentement libre, préalable. Donc, éclairé, principalement procédural, ça veut dire que c'est plutôt un processus qu'un résultat. Parce qu'il y a vraiment la contrainte, j'ai beaucoup travaillé sur le FPIC avec le consentement libre, préalable et éclairé, ou Free, Prior and Informed Consent. Avec mon collègue Martin Papillon, on a écrit un ouvrage justement sur sa mise en œuvre dans différents pays. Là. Et justement, il y a toujours une tension, est-ce que c'est une obligation de résultat, c'est-à-dire de donner son consentement, ou c'est juste un processus à suivre et que le consentement est accessoire finalement. Clairement, ce qu'on voit un peu partout, et même au Canada, c'est en général, pour les États, c'est procédural. Pour les peuples autochtones, ils aimeraient que ce soit substantif, c'est-à-dire que ce soit une obligation d'obtenir une forme de consentement. Donc ça, c'est le droit international pour la Constitution rejetée. Donc il y a eu un État plurinational qui a été proposé avec autonomie et droits territoriaux qui était dans la première Constitution. Il y en a eu deux, 2022, puis ensuite une autre proposition suite au rejet de celle-là, 2023, mais qui était plus conservative. Donc là, il n'y avait plus de question de droits autochtones. Les deux ont été rejetés, en fait. Donc, il n'y a pas eu de changement constitutionnel au Chili, rejeté à 62% sur ces questions-là. Donc, c'est ça, le Chili est toujours le seul, c'est ça, la comparaison, on peut la faire. Donc, comparaison, si on fait maintenant avec Canada et Chili, c'est qu'on a une reconnaissance constitutionnelle au Canada, l'article 35, vous connaissez, il n'y en a aucune au Chili. Traité historique moderne au Canada, Chili, aucun, mais comme je vous ai dit, avec les Mapuches, il semblerait qu'il y ait des documents qui pourraient être considérés comme des traités. Dans les deux cas, il y a l'adhésion à la Déclaration des Nations Unies. Le Canada, la différence, c'est qu'il y a une loi nationale, donc une mise en œuvre de cette déclaration. Ça veut dire qu'elle devient contraignante si on a une loi nationale. Et d'ailleurs, il y a eu un jugement Kepewek sur de la consultation dans le cadre d'un projet nucléaire, où ça a été invoqué, cette loi sur la mise en œuvre. En fait, ça s'appelle la loi sur la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones de 2021. Par contre, le Chili a signé la Convention 69, comme j'ai dit, le Canada n'a toujours pas signé, et FPIC, c'est PLE, consentement libre, préalable et éclairé, il est essentiellement procédural, que ce soit au Canada ou que ce soit
que ce soit au Chili. Donc, voilà. Donc, premier cas, c'est Villarrica. Donc, on est en plein territoire mapuche, avec un volcan qui est un volcan sacré. On est à la frontière de l'Argentine. Alors, territoire important aussi à cause des araucarias. Pour les mapuches, c'est une source alimentaire, les graines d'araucaria, qui sont des espèces de gros graines de tournesol, mais pas le plus gros, et qu'ils utilisent beaucoup pour survivre. Mais les parcs nationaux, ben, comme au Canada, en fait, c'est très similaire. C'est que les parcs nationaux, au début, ils ont été créés, et puis on enlevait tous les gens qui étaient là, que ce soit des autochtones ou des non-autochtones. Là. Vous avez le cas de Forillon, vous avez le cas de... en tout cas, il y a plusieurs cas au Canada. Au Canada, ça a évolué à peu près dans les années 80, où on a commencé à considérer, ben, quand les droits autochtones ont été reconnus, on a commencé à les reconnaître. Bon, au Chili, au Chili, là, dans le cas de ces Mapuches, en fait, ça a été beaucoup plus tardif. Et en fait, c'est ça. Le parc national existe depuis le début du XXe siècle, mais les Mapuches étaient complètement ignorés là-dedans, même si c'était leur territoire ancestral, comme ça se faisait souvent. Sauf que ben, ça, avec l'évolution, ben, en fait, il y a plusieurs évolutions. Au niveau international, l'IUCN a mis en place en fait des lignes directrices sur les parcs nationaux qui demandent justement la reconnaissance des droits des communautés, du droit des peuples autochtones, etc. Donc, on a très clairement un changement qui se fait dans les parcs nationaux et on le voit un peu partout au Canada. C'est aussi commencé maintenant. En fait, tous les parcs nationaux canadiens qui sont sur des territoires autochtones sont co-gérés. C'est-à-dire qu'on a des décisions. Et la co-gestion, c'est pas la co-décision, hein, c'est une participation à la gestion. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais en tout cas, donc les Mapuches ont proposé, ça en 2022, une proposition de gouvernance du parc. Mais eux, ce qu'ils ont proposé, c'est la co-gouvernance. Et la co-gouvernance, c'est que vous êtes deux à décider. Donc, ce n'est pas de la co-gestion. La co-gestion, on gère ensemble, mais il y a toujours un décideur qui est l'État. Mais là, c'est véritablement, ils ont présenté ça et en 2024, le premier accord a été signé. Donc, clairement, ça s'est passé assez facilement, mais là, on est en plein territoire mapuche et je pense que de toute façon, c'était tout à l'avantage du parc de mettre ça en avant et justement de mettre en valeur le fait que c'est un territoire mapuche. Mais bon, évidemment, c'est sûr que là, on n'est pas dans les activités extractives, il y a moins d'enjeux. Au Canada, on a un exemple similaire. On en a un seul. C'est l'entente de Guayanas pour le parc national Guayanas là, sur le territoire Haïda, là, les îles de la Princesse Charlotte. Guayanas pour les Haïda. Et donc, ça, c'est une entente qui a été signée aussi au Canada dans les années, à la fin fin des années 90, dans lesquelles les Haïda refusaient la création d'un parc national sur leur territoire. Ils disaient, c'est pas vrai que le fédéral, parce qu'un parc national, c'est un territoire fédéral. Donc ça ne fonctionnait pas et ils n'arrivaient pas à obtenir une entente, mais le Canada voulait avoir un parc national et ils ont envoyé Lucien Bouchard, qui était ministre de l'Environnement à l'époque, et c'est lui qui est allé négocier avec les Haïda. Puis, ils ne sont pas arrivés à trouver une entente sur à qui appartenait le territoire, parce que les Haïda disaient c'est notre territoire, le Canada disait on a la souveraineté, vous connaissez l'histoire. Donc ça ne change pas beaucoup, sauf qu'ils ont trouvé une façon assez intéressante. Je ne sais pas qui l'a trouvé là. Parce que ça, on n'a pas ces détails-là. Mais clairement, ce qui est sorti de cette réunion, c'est qu'en fait, on a une entente dans laquelle on dit le Canada et la nation Haïda s'accordent pour dire qu'ils ne s'entendent pas sur la question de la souveraineté sur ce territoire-là, mais qu'ils acceptent de le co-gouverner ensemble. Et donc, on a une entente de ce même type, c'est-à-dire une entente de go-gouvernance. Oui. Est-ce qu'il y a des exemples de co-gouvernance ailleurs dans le monde que tu connais? Je ne connais pas de l'ensemble du monde. Je dis, au Canada, c'est le seul. Après, je ne suis pas allé voir. Faudrait, parce qu'il y a des parcs nationaux, il y en a un paquet, mais pas souvent. La cogestion, c'est le modèle en général, parce que souvent, les organismes. Parce que quand vous dites go-gouvernance, puis là, en fait, il y a une institution de go-gouvernance où les Mapuches sont là, l'administration du parc. Puis après, ils appellent ce qu'ils ont les parties prenantes, alors les municipalités, toutes sortes de groupes, mais qui ne sont pas partie de la décision. La décision, c'est le parc national et les représentants mapuches qui décident sur ce qui se passe dans le parc. Donc, et ça, il n'y en a pas souvent. De go-gouvernance, on n'en connaît pas beaucoup, mais je n'ai pas fait la recherche
faudrait peut-être la faire, ce serait intéressant de voir que c'est une évolution, mais d'expérience, ça arrive par accident plutôt que, c'est pas la norme. La norme, c'est cogestion. Même sur l'UICN, ils ne parlent pas de gouvernance. Voilà. Donc, premier cas. Donc, co-gouvernance, gestion partagée, reconnaissance culturelle et pouvoir décisionnel. Bon, ça n'empêche pas qu'il y a de nombreux conflits en territoire mapuche. Je dis il n'y a pas de mine, mais il y a beaucoup d'autres choses. En fait, d'une part, l'amorcellement du territoire mapuche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de territoire mapuche. Il y a des petites parcelles de terrain, des zones où il y a, je dis beaucoup de propriétés privées dans leur cas d'ailleurs, en plus. Eux, c'est l'impact des projets hydroélectriques. Il y en a dans la région de l'Araucanie. Mais ce qui est frappant, puis moi, ce qui m'a frappé au Chili, c'est qu'il y a une capacité. Hein, ils ont en fait, il y avait un projet au nord du parc, là, et les Mapuches ont été capables de l'arrêter. Donc, même s'ils n'ont pas de pouvoir décisionnel, mais ça, les Mapuches sont c'est revendicateurs. Ils revendiquent, c'est leur terre, donc ils sont. Mais donc, quand ils s'opposent à un projet, ils arrivent en général à leur fin, même s'ils n'ont pas de droit en fait de se prononcer sur ces projets. Donc, foresterie qui est un gros enjeu en Araucanie, hein, c'est une foresterie extrêmement intensive, donc qui pose certains problèmes. Mais ce qui est un peu particulier, c'est qu'il y a en fait il y a une loi chilienne qui a été mise en place et qui permet d'accuser de terrorisme justement toutes les actions de blocage de routes, etc., et qui est beaucoup utilisée envers les Mapuches, même par des gouvernements non autoritaires. Donc, et ça, c'est un enjeu dans l'Araucanie, qui est particulier à l'Araucanie, où il y a véritablement cette militarisation, en fait, démonisation des Mapuches qui essayent de résister, parce qu'ils rend la résistance plus compliquée. Alors, deuxième cas, Huasco Altinos. Huasco, c'est la vallée, Altinos, c'est les altiplanos, les terres hautes. Ça, c'est la région de Villenar. C'est une vallée là, qui remonte, en fait, qui part du Pacifique, qui remonte jusque dans les Andes. La région de Copiapó, au nord de Santiago, là. 2 heures au nord en avion de Santiago. Alors, le Diaguita, ils sont reconnus qu'en 2006, hein, justement, ils sont reconstitués, en fait, ils se reconstituent. Mais ça, c'est un mouvement, chaque groupe de Diaguita monte sa demande et est reconnu. Par contre, ce qui s'était passé pour les Huasco Altinos, eux, ils n'ont pas entendu ce processus-là. Maintenant, ils sont reconnus comme des Diaguita, mais surtout, ce qu'ils sont reconnus, c'est comme une communauté agro-pastorale. Et au Chili, avec une communauté agro-pastorale, vient un territoire. Et vient des droits sur un territoire. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi cette voie-là, parce qu'il n'y avait pas de reconnaissance des droits autochtones. Donc, mais ça va avoir une particularité, on va voir dans le cadre du projet minier, c'est que ça va avoir des impacts. Donc, eux, ils sont reconnus comme une communauté agro-pastorale, qui sont des Diaguita aussi par ailleurs, mais ça leur donne quand même un contrôle sur à peu près 2390 km², donc 5 fois l'île de Montréal. C'est pas énorme, mais c'est quand même plus grand que des petits terrains du côté des Mapuches, là, qui sont gros comme des terres privées, là, à peu près. Mais ce territoire n'est pas reconnu comme un territoire autochtone. C'est-à-dire que c'est un territoire agricole avec des communautés qui sont reconnues comme des communautés agricoles. Mais comme la Bolivie a un peu un système de ce type-là. Donc ça c'est le territoire. Hein. Pour vous dire, c'est ça l'altiplano. Je vous ai mis d'autres photos quand même parce qu'il faut le voir. Hein. Donc ça c'est leur territoire, c'est à peu près entre 4 et 5 000 mètres. Là. Donc pâturage, mais avec surtout des chèvres, mais aussi évidemment les lamas et des gadakos qui sont sauvages dans la région. Là. Mais vous voyez, il y a des routes de partout là-dedans. Et toutes ces routes, ça, c'est des routes de l'exploration minière qui ont été faites là, parce qu'il y a un projet minier au milieu de ce territoire-là. Ce qu'on va voir, et ça, c'est un projet d'exploration minière. Ça, c'est un flanc de montagne là. Je ne sais pas si vous voyez, il y a toutes les routes, il y a
parce que pour moi, l'exploration minière, normalement, l'empreinte territoriale est assez limitée. Au Canada, il y a un gros. Enfin, on peut faire des explosions, on peut déboiser un peu, mais il y a des quantités limitées. Là, ils ont pris toute la flanc de montagne, ils ont fait des routes, ils ont fait des trous. Il y a des bassins de rétention parce qu'ils ont sorti des métaux pour attraper tout ça. Donc ça, c'est un site d'exploration. Il n'y a pas d'exploitation. Là. On n'est que dans de l'exploration minière. Compagnie canadienne, le site, ça c'est El Moro qu'on voit là, c'est donc un site de Goldcorp et Tech Canada. L'autre, Pasqua Lamaque, on est dans l'or là, l'or, cuivre, c'est les métaux qu'on a dans cette région. Et le camp de base, là, le camp qui était sur la photo là, pour l'annonce, ça c'était le camp d'exploration, là, il est à 4000 mètres. Là. On y est allé, il y avait 4 personnes là-dedans. Parce que pour l'instant, il n'y a personne qui exploite, là, parce qu'il n'y a pas de permis. Et en fait, il y a beaucoup de restructuration. Là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler dans les minières, là, c'est en train de se racheter les uns les autres, de fusionner. Donc, mais c'est ça. Là, on est vraiment dans un contexte très particulier. J'en ai mis long, là, mais parce qu'il faut quand même expliquer, c'est assez complexe. Là. Il y a un ouvrage qui a été écrit, là, Autochtonie en terrain miné. J'aurais pu prendre ce titre-là aussi, parce que c'est quand même très parlant. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a, au moment de la reconnaissance, on a une communauté diaguita, les Huasca-Altinos, mais qui est aussi une communauté agricole, qui a un territoire. Mais avec la reconnaissance qui a été faite avec la loi de 93, on a plusieurs autres communautés diaguita qui sont sorties, mais qui n'ont pas de territoire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, je l'ai dit, il y a un processus de repossession des terres, mais c'est extrêmement lent. Et donc, ça, c'est des gens qui sont sans territoire, soit dans la même vallée ou dans l'autre vallée d'à côté, parce que les diaguitas sont sur plusieurs vallées, là. L'autre vallée, c'est El Kil. C'est ce que j'ai indiqué. Donc, en fait, les Huasca-Altinos sont opposés à toute l'exploitation minière. Parce qu'ils considèrent la défense du territoire ancestral, protection de l'eau et des glaciers, parce que ça aussi, on est dans le désert d'Atacama, là, c'est la zone la plus aride du monde. Et l'eau vient des Andes, en fait. En fait, les seuls endroits à peupler, c'est toutes les vallées dans lesquelles l'eau des Andes descend, et donc toutes les communautés autochtones sont dans ces vallées-là, et entre ces vallées-là, c'est un désert complet. Alors que la vallée de l'Elqui, qui est plus loin des territoires miniers, donc qui n'est pas concerné, parce qu'en fait, tous les projets miniers sont aussi dans le territoire des Huasco-Altinos. Donc, clairement, c'est eux qui sont concernés. Mais en fait, ils n'ont pas eu une reconnaissance comme Diaguita. Donc, quand il y a des consultations, c'est les Diaguita reconnus par le CONADI qui négocient avec la mine. Et la mine, en fait, là, j'étais avec Sergio Campizano, là, qui est le leader des Huasco-Altinos. Il m'a montré toutes les brochures des minières qui montraient que tout allait bien avec les Diaguita. Ils finançaient, ils étaient avec la mine, etc. Donc, il y a vraiment un jeu du côté de la minière, c'est ce que ouais, c'est ça. Dans la consultation, ouais, la consultation, évidemment, c'est les Diaguita officiels qui sont consultés et non pas les Huasco-Altinos parce qu'ils ne sont pas tout à fait officiels. Et après, il y a des stratégies minières qui se disent on va signer des ententes avec qui veut et on va les mettre en avant en disant finalement, tout va bien. Et refuser de discuter avec les Huasca-Altinos. Donc, on est vraiment dans des situations où il y a une tension entre deux communautés qui crée la mine de ça, évidemment, parce que ça, comme vous ne le savez pas, mais c'est sûr que pour un projet minier, quand l'opposition autochtone, c'est pas vendeur sur les marchés internationaux. Là. Très clairement, il y a des standards. Là. Les gens sont un peu frileux, les financiers, ceux qui financent les investisseurs, ça fait partie en fait un peu du package de est-ce que la mine va pouvoir fonctionner, parce qu'ils savent bien, puis en fait dans les Andes, il y a eu beaucoup de protestations contre des mines, donc ils sont bien courants que s'il y a une opposition forte à leur projet, ça risque de ne pas fonctionner. Ça, c'est des coûts très importants. Donc, c'est vraiment un risque, pour ce qu'ils appellent le risque social d'ailleurs. C'est ce qui donc, vraiment, on a c'est ça. Donc, accord conclu avec les communautés non territorialisées, alors que l'impact des mines, c'est sur un territoire. Donc, là, on est vraiment dans une situation très particulière. Donc, une logique extractiviste de diviser pour régner.
Et inégalité entre les communautés, en fait. La communauté qui est impactée ne touche pas les bénéfices. Donc, on est un peu dans une situation ubuesque, mais ce qui vient, en fait, avec le système de reconnaissance qui a été mis en place au Chili, là, qui est un peu complexe. Puis là, j'ai demandé justement à Sergio, je dis, pourquoi vous ne déclarez pas communauté de Yaguitas? Il a dit, oui, mais là, on va perdre notre territoire, parce qu'on ne sera plus une communauté agricole. Donc, on n'aura plus notre territoire. Alors, c'est ça l'histoire. Donc, c'est pour ça qu'évidemment, ça semblerait logique qu'ils deviennent des Yaguitas. Enfin, ils sont des Yaguitas comme les autres, mais eux, ils ne peuvent pas demander la reconnaissance que de leur territoire comme un territoire des Yaguitas, parce que le territoire serait complètement morcelé et leur droit de pastoralisme ne serait pas reconnu. Donc, c'est un peu ça la situation. Donc là, on a une situation bien complexe. Mais bon, il y a quand même ce que j'appelle une autodétermination défensive, c'est-à-dire que il y a une mobilisation juridique contre les deux projets d'exploration. Donc, El Moro, ils sont allés, oui, je me rappelle lequel, ouais, non. El Moro, c'est une cour chilienne qui a suspendu le projet. Et Pascual Lama s'est allé sur la Commission interaméricaine sur les droits de l'homme. Et c'est là où il y a eu une suspension sur du projet. Donc, les deux projets sont suspendus pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'ils sont annulés. Là. Ils sont juste suspendus à cause des causes de... Alors, ils sont allés sur les impacts environnementaux et la non-reconnaissance et non-consultation des autochtones. Parce que pour les commissions des droits de l'homme, la reconnaissance par le CONADI, ce n'est pas nécessairement un critère. Et l'autre élément qu'ils exercent, c'est un contrôle territorial. Ça, c'est la barrière pour rentrer. Là, on est à 2000 mètres d'altitude. Il y a encore 2000 mètres à monter en voiture. Mais il y a une barrière qui est installée avec un cadenas qui est bien dur à ouvrir. Ça leur a pris à peu près 1 heure avant d'arriver à l'ouvrir. On s'est mis à 4. On a fini par y arriver, mais bon, en tout cas. Et ça depuis 1903. Hein. Donc il y a vraiment un contrôle et ils utilisent ce territoire. Il y a des éleveurs en fait qui sont un peu partout sur la route. Là, on a arrêté pour en visiter plusieurs qui sont là. Et il y a des gardiens du territoire. Là, il y a Gonzalo qui est là, si vous le connaissez. Et puis il y a les deux avec les chapeaux de cow-boy. Sont des gardiens. En fait, c'est des travailleurs qui travaillent dans les mines, qui sont des guitares, mais qui sont aussi qui sont un peu les yeux et les oreilles sur le territoire, qui surveillent ce qui se passe. Parce que le problème qu'on a sur ce territoire-là, c'est ça. Je vous ai montré, il y a des routes partout. Là. Alors, il y en a avec des barrières, mais il y en a d'autres qui n'ont pas des barrières. Donc, il y a des gens qui montent en haut pour chasser de guanaco. En tout cas, il y a toutes sortes de gens qui vont sur le territoire. Et c'est très difficile pour les Diaguitas. Et puis là, il y a des routes qui se font. Quand je suis arrivé, là, ils disaient, il y a une nouvelle route, là, on voyait un embranchement, puis ils prennent un bulldozer et ils font une nouvelle route sur un coin. Donc là, c'est l'enjeu de l'exploration minière, même s'il n'y a pas encore d'exploitation, c'est qu'en fait, ça ouvre le territoire à toutes sortes de gens et qui crée des tensions. Donc, c'est ça. Donc, on a discuté d'un projet de formalisation des gardiens sur le territoire, sur le modèle canadien. Je leur ai parlé, vous connaissez les gardiens du territoire au Canada, ça. Donc, qui pourrait être un élément intéressant en le formalisant. Parce que là, on est monté, mais ça nous a pris 5 heures pour monter sur le territoire. Là. Alors, ce serait bien, puis il n'y a personne, ils n'ont pas de site. Donc, l'idée, ce serait d'avoir un site avec des gens qui soient là et qui surveillent ce qui se passe, tout simplement. Donc, à suivre. Oui. Savez-vous quel instrument, quel article ou peu importe a été comme... Invoqué? Non, j'avoue que j'ai pas... Parce que vous parliez de la Convention 169 plus tôt, mais qu'il y avait des... Oui, sur la Convention 169, la Convention 169, c'est la consultation, donc ça, c'était sur le manque de consultation. Ouais. Donc, tout simplement. Là, et ça, c'était pour le tribunal chilien. Sur la Commission des droits de l'homme interaméricaine, c'était autre chose. Mais ça, on peut retrouver dans le livre que je me rappelle pas. C'est ça. Bon, ça va dans le temps. Ouais. Troisième cas, lithium. Lithium. Donc là, on est plus au nord, San Pedro d'Atacama, qui est la plus grosse communauté dans le coin. C'est le plus grand salar du Chili. C'est pas 35, c'est 25% de Donc 25%, c'est déjà pas mal. Le premier, c'est l'Australie. Le deuxième, c'est le Chili. Donc voilà. Ils ont une politique du lithium national. Ils essayent de transformer, mais ils ont beaucoup de mal. Pour l'instant, le lithium, il part à Antofagasta pour ensuite être envoyé en Chine.
parce que c'est en Chine que c'est transformé, c'est 98, je ne sais pas combien de pourcents qui est transformé en Chine. Donc, ressources contrôlées par le gouvernement, ça c'est autre chose, c'est aussi un peu différent du Canada, c'est qu'il y a vraiment un contrôle et qui est en fait, le gouvernement du Chili offre des concessions à des compagnies. Volonté de transformation, je dis. Deux compagnies, donc SQM, qui est une compagnie chilienne, avec le gendre de Pinochet. Donc, ça a créé un peu de ça. Et Albemarle, je dois dire celui-là, le R est mal placé, qui est une compagnie américaine. Donc, c'est les deux compagnies qui ont une concession dans le salar du Chili. La différence avec les Diaguitas, justement, les Diaguitas sont très morcelés à cause de la reconnaissance tardive. Du côté des Licanante ou Ataqueños, le nom qui se donne, c'est Licanante, mais ils sont aussi appelés souvent Atacameños, c'est le nom plus espagnol, Atacama. Avec le Conseil des peuples Atacameños, qui regroupe tous les Atacameños. Pas tous, en fait, parce qu'il y a eu des scissions déjà entre deux vallées. Et ça, c'est toujours dans les projets miniers, on voit très souvent ça. C'est que les mines arrivent à l'adhésion de certaines communautés et ça crée des frictions. Mais quand même, ça leur donne une pouvoir de négociation plus important parce qu'ils sont réunis, les 5 communautés autour du salar sont réunies dans le conseil le CPA. Évidemment, c'est pour la transition énergétique, tout ça. Soyez-en conscients. Ça fait partie du discours qu'on a besoin de ça pour la transition énergétique. Alors, les salars, c'est ça c'est pas exploité, ça, c'est un salar protégé. Ça, c'est les communautés Atacameños, c'est ça. On voit bien, on a Péné, sont ici, Solar, c'est ça. C'est des communautés qui sont au sud de San Pedro de Atacama, autour du salar. Mais en fait, la communauté la plus impactée, c'est Péné, celle qui est plus au sud, parce que l'extraction se fait là, juste à côté de leur territoire. Les autres sont plus hauts, mais on est dans les montagnes, les plupart sont un peu plus en hauteur, parce qu'il fait moins chaud. Ça, c'est quelque chose de particulier dans le désert d'Atacama. C'est désertique jusqu'à 4000 mètres, et à partir de quelques mille mètres, ça devient vert. De 4000 à 5000, il y a de la végétation, puis après 5000, il n'y a plus rien non plus. Mais la zone est en haut, qui est très verte, où il y a de la végétation. Plus bas, c'est sec. Alors, impact sur le peuple licanantais, l'eau, surtout, les salars, en fait, l'exploitation de lithium, on fait remonter avec de l'eau, ça, c'est des sels, en fait, c'est des sels de lithium, ça vient, c'est des volcans tout autour, hein, ces belles montagnes, et donc, c'est tous les sels volcaniques qui sont concentrés en bas, c'est une zone plate, c'est un plateau à 3500 mètres quand même, non, 2500 mètres, pardon. Mais tout s'est retrouvé ici, donc on a des sels avec beaucoup d'éléments, dont le lithium qui est là. Mais ça, il faut le faire remonter, et donc on utilise beaucoup d'eau. Et on est dans le désert d'Atacama. En fait, l'eau, c'est comme une ressource rare. Donc ça, il y a l'enjeu de l'eau. Donc la question des quotas de pompage pour les minières, parce qu'en fait, l'eau, on en a besoin aussi pour l'élevage, on en a besoin pour l'agriculture. Et il y a évidemment, on veut augmenter la production, hein, parce que ça prend du lithium pour les batteries. Donc ça met une pression sur l'eau. Tension communautaire aussi, j'ai dit, ça, on commence à le voir là. Il y a certaines communautés, il y a des communautés qui bénéficient plus de la mine. Il y a une entente avec je vais en parler un peu plus tard, une entente qui est l'équivalent des ERA, une entente sur répercussions et avantages, qui ressemble un peu aux ententes canadiennes, mais qui bénéficient, en fait, Péné à sa propre entente, c'est ça. Donc, ils ont plus de bénéfices de la mine et les autres en ont moins. En tout cas, donc, il faut gérer toutes ces tensions-là. Et surtout, il n'y a pas de contrôle de l'exploitation, c'est-à-dire qu'ils sont consultés et pas toujours consultés, mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements. En fait, il y a des regroupements. L'organisme qui gère la concession, en fait, c'est elle qui décide comment l'exploitation se fait. Et donc, les Licanantes ne sont pas du tout consultés dans ce cas-là. Donc, c'est un peu les problèmes qui se posent comme partout. Ça, c'est ça, des champs qui permettent de concentrer le lithium. C'est jaune, puis il y en a. Oui, c'est assez frappant, le lithium. Mais donc, ça marche par évaporation.
Et donc, toute l'eau qu'on a mis, elle s'en va, elle ne reste pas sur le territoire, parce que quand elle s'évapore, elle ne retombe pas nécessairement à côté. Donc, c'est ça l'enjeu. Donc, le premier SQM, donc, qui est en fait une compagnie très traditionnelle, surtout du paternalisme en fait minier, comme d'habitude, là-bas où on appelle ça responsabilité sociale de l'entreprise, comme on dit chez nous. Donc, c'est véritablement construire des équipements communautaires, toutes sortes, ou même ils ont fait des serres qui ne sont pas utilisées parce qu'ils n'ont pas demandé, ils ont juste mis entre des classiques. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est une concession regardée par le gouvernement, et dans la nouvelle concession là, qui doit arriver en 2028, le gouvernement leur a demandé de partager les bénéfices avec les communautés locales, ce qu'ils ne faisaient pas du tout avant. Ils faisaient juste du saupoudrage dans les communautés alentours. Donc ça, c'est intéressant, mais en même temps, c'est aussi particulier parce que c'est une décision de gouvernement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de négociation avec les Nikananté, hein, c'est juste... D'ailleurs, ils sont en cours contre ça parce qu'ils disent, nous, on veut participer à ces discussions, on ne veut pas juste qu'on nous donne, que ce soit le gouvernement et SQM qui décident qu'est-ce qu'on va avoir. Surtout que, parce qu'il y a une autre entente, c'est donc celle de Abbé Marley. Eux ont consigné une entente sur le modèle des ententes canadiennes ou australiennes, parce que c'est un peu les mêmes modèles, c'est-à-dire une entente répercussion-avantage dans lesquelles il y a des compensations. Une partie, c'est 3,5% des profits à peu près, ce qui est quand même assez élevé là, pour ces ententes-là. Il n'y a pas de garantie sur l'emploi et sur la sous-traitance. Par contre, il y a des fonds de développement qui sont mis pour les communautés, un peu sur le modèle néo-calédonien d'ailleurs. Donc ça, c'est ça. Oui. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas une représentation des Autochtones dans les sphères de décision politique du Chili? Non, ils ne sont même pas reconnus. Non, ils ne sont pas... Justement, là, ils ont été... Là, avec l'entente à Bernaleux, c'est une entente sur le partage de... Ouais, j'ai mis en point les sous-traitants, mais c'est... Enfin, c'est des... ça, c'est une entente privée entre une compagnie et une organisation politique Nikananté. Donc, on n'est pas du tout... ça, c'est la première, d'ailleurs, hein, qui a été signée. En fait, les compagnies canadiennes, d'ailleurs, c'est pour ça que, comme ça, vous voulez que je vienne pour plusieurs fois, pour parler de ces ententes-là, parce qu'il y a de plus en plus de compagnies, notamment les compagnies minières canadiennes, parce qu'elles ont l'expérience, elles le font au Canada. Donc, elles essayent de proposer ce modèle-là, parce que c'est un bon modèle pour obtenir une forme d'acceptation sociale, de consentement, on va dire ça comme ça. Pas du consentement libre préalable éclairé, ça. Mais bon, il y a une forme... En fait, dans ces ententes-là, on parle de consentement, c'est écrit. Dans les dernières ententes, on s'est dit, quand on la signe, on consent au développement minier. Donc, c'est du consentement. Après, libre préalable éclairé, parce que c'est pas négocié avec les communautés, c'est négocié avec le leadership ou des avocats en général. En tout cas, il y a toutes sortes de problèmes, mais j'en parlerai pas. Ça pourrait être long. Mais c'est ça. Donc, il y a cette entente-là qui existe et qui permet justement aux Acaménios de bénéficier un peu plus du développement minier, mais sans éliminer les problèmes, parce qu'il y a toujours les enjeux de l'eau et une force d'asymétrie de pouvoir aussi, parce que c'est l'État qui décide. En fait, et c'est pour ça qu'en fait, avec l'élection de Cast, vous avez peut-être entendu parler, j'étais juste au moment du deuxième tour, où Cast, qui est le nouveau président qui a été élu et qui est très néolibéral, on va dire ça comme ça, en tout cas on verra, mais qui rappelle souvent comment Pinochet était un bon président, etc., etc. Donc, on s'attend à des changements importants. Donc, je ne suis pas bien sûr que toutes ces ententes-là vont... Celle d'Abbé Merleux, oui, parce que c'est une entente privée. Donc là, l'État n'a rien à faire. Mais pour ce qui est du partage des bénéfices avec les communautés, on verra à suivre là-dessus. Bon, j'ai quasiment fini, là. Oui, conclusion, c'est ça. Ouais, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'avec un faible degré de reconnaissance, il y a une force résistance des communautés qui existe toujours, et il y a une capacité à arrêter les projets. Moi, je n'ai pas tenté d'entendre parler de projets qui avaient été stoppés suite à des manifestations des peuples autochtones, comme j'ai eu les Mapuches sur l'hydroélectricité.
mais aussi les Caminios et évidemment les Diaguita, vous l'avez vu, là, il y a quelques projets qui ont été suspendus. Bon, évidemment, c'est pas fluide. Donc, forte avancée dans la co-gouvernance du parc Villarrica, ça c'est un élément. Moi, j'étais étonné, je ne m'attendais pas à voir ça, mais comme quoi, faut pas avoir des préconceptions. Conflits internes sur les projets extractifs, mais ça on le voit partout. Hein. Les conflits internes sur les projets de Sava avec les projets extractifs, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. J'ai quand même travaillé pas mal à Nunavut, justement avec les tensions entre QA et NTI et les communautés locales. Et c'est toujours la question du partage des bénéfices, mais aussi de l'opposition ou pas au projet. En tout cas, donc c'est toujours assez complexe et que c'est toujours les stratégies minières utilisent ça évidemment. Les minières utilisent ça. Les stratégies minières. Et évidemment, le changement de président, je viens d'en parler. C'est une question qui va se poser, mais quand même, il y a une. Parce que ça, les mines, il y en a beaucoup chez lui. Là, il y a une immense mine, la plus grosse mine de cuivre est aussi dans la région. Là. Mais clairement, il y a une agentivité autochtone qui se déploie toujours, même dans un contexte où la reconnaissance institutionnelle n'est pas si forte. Alors évidemment, il y a toutes sortes de problèmes, mais ça, c'est un peu. Mais il y a quand même une volonté et une capacité. Bon, évidemment, s'ils sont accusés de terrorisme comme dans les Mapuches, ça vient limiter. Là, si avec un gouvernement plus à droite, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de tactiques de contre-insurrection. Parce que ça s'utilise aussi pas mal. J'ai un étudiant qui travaille là-dessus, sur justement l'utilisation des méthodes de contre-insurrection dans le cadre des projets miniers. Donc, ça, c'est des choses qui se développent, mais ça, parce que les minières ont deux choix. Ils peuvent négocier des ententes ou ils peuvent faire de la contre-insurrection, dépendant du contexte politique, à mon avis. Voilà. Si vous avez des questions. Peut-être que ça déborde un peu du cadre que vous avez parlé, mais vous avez mentionné que justement, il y avait des minières canadiennes qui allaient exploiter certaines ressources justement au Chili. Qu'en est-il de l'hydroélectricité chez Complacé Fort au Québec, par exemple? Voyez-vous qu'il pourrait avoir le même type d'exploitation que les industries québécoises, canadiennes aillent se déployer là-bas pour. Je n'ai pas regardé, j'avoue, parce que je travaille plus sur les mines que sur ça, mais c'est pas impossible, mais j'avoue que je ne sais pas. Il y a eu une forte résistance au projet hydroélectrique au Chili pour l'instant. Là, ils ont beaucoup de mal à les. Mais parce que l'eau, on a Ocani moins, parce qu'au Ocani, il y a quand même l'eau est disponible, mais dans le Nord, là, l'eau, c'est vraiment un enjeu. Fait que, avant de faire des barrages, il y a une question qui se pose. Mais il y a déjà un grand barrage hydroélectrique à côté de San Pedro de Atacama qui existe. Mais je ne suis pas sûr si Hydro-Québec est impliqué. Il faudrait faire une recherche. Oui, je pense qu'après, c'est en ligne, non? C'est tranquille en ligne? Bon. Est-ce que vous avez comme entendu et observé là-bas comme les projets miniers sont un peu justifiés sur un discours un peu de néo-extractivisme, comme on a vu par exemple en Bolivie avec Evo Morales, puis d'autres comme leaders comme ça qui justifiaient beaucoup avec le réinvestissement des profits dans le tissu social, puis oui, il y a une volonté. Profit au sein de la population pour essayer de convaincre les gens que c'est des bons projets pour les. Oui, justement, vous l'avez vu là, avec le partage, la proposition de partage dans le cas de SQM, là, où voilà, donc, clairement, il y a ce discours-là, puis il y a aussi une volonté de rapatrier la seconde transformation, la première transformation, pas la seconde, puis après l'extraction, il y a la première transformation, donc de transformer plus. Mais ils ont beaucoup de mal à décoller, mais ça, c'est parce que la Chine, on a besoin de capitaux, et les capitaux sont souvent chinois, puis si les Américains veulent s'investir pour avoir plus de parts de lithium, peut-être, on verra. Mais c'est ça, il y a une question. Puis en fait, tout le monde veut faire la transformation, parce que c'est là où on fait l'argent. C'est pas dans l'exploitation. Mais oui, il y a tout ce discours-là. Il y a le discours néo-extractiviste. Il y a aussi le discours, évidemment, on contribue au changement climatique. Donc, à la lutte contre le changement climatique, devrais-je dire. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très, très fort dans toutes les compagnies minières, mais au Canada aussi. Là, dès qu'on parle de minéraux critiques, là, on nous sort qu'ils sont là pour sauver la planète. Et les salars, c'est pareil. Mais bon, les salars, quand tu es dedans, c'est autre chose. C'est comme toutes les mines. Une mine, c'est jamais... une mine,
On a besoin des produits miniers, on les utilise tous. Là. Donc, oui, on a besoin des produits miniers, mais l'impact sur les territoires est vraiment important. Donc, il y a une réflexion à faire là où est-ce qu'on a besoin d'autant de mines et quelles sont les mines importantes et quelles sont les mines moins importantes. En ligne, on a André Légaré qui demande: Bonjour Thierry, dans quelle mesure les cours chiliennes avancent le dossier autochtone? On sait qu'au Canada, les cours jouent un rôle essentiel dans le dossier autochtone. En fait, non, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance constitutionnelle. Donc, les cours, à part l'OIT 169, qui est la poignée et qui devient et qui peuvent utiliser, donc le manque de consultation. Et ça ils l'utilisent beaucoup. Les Atacameños l'ont utilisé. Là, ils sont en poursuite contre le gouvernement pour un manque de consultation, justement, parce qu'ils savent que la poignée est là. Mais après ça, il n'y a pas de droit constitutionnel. Donc, au Canada, il y a 35 ans, il y a des jugements de la Cour suprême, donc tu peux aller. Mais là, il n'y a pas de. Il y a très peu. Donc, c'est OIT 169, qui est déjà ça, mais ça ne reconnaît pas les territoires, ça ne donne pas du territoire. Là, il y a vraiment un enjeu qui est pire qu'au Canada, là, de réobtenir des territoires, parce qu'ils n'ont pas de territoire pour se développer, là. D'où les tactiques comme les parcs nationaux. Ça leur permet de contrôler un territoire aussi. Oui. Du coup, il y a des résistances autochtones qui ont permis de freiner certains projets extractivistes. Mais là, dans un contexte où il y a comme moins de lois, puis je me dis peut-être plus contraignant, je ne sais pas si c'est le bon mot, pour structurer ces revendications-là, comment qu'elles s'organisent? Parce qu'il y a une tradition de résistance. Les Mapuches, ils ont une tradition de résistance, ils connaissent bien leur histoire. Donc, non, c'est ça. Il y a une tradition de résistance. On le voit plus dans les pays latino-américains en général. La mobilisation sociale est souvent plus forte et ça fonctionne. Alors évidemment, des fois, il y a des techniques, des tactiques de contre-insurrection, mais ça crée certains problèmes. Mais bon, au Chili, c'est pas utilisé pour l'instant. Parce que je me suis renseigné un peu pour mon étudiant, je me demandais est-ce que justement avec l'Observatoire sur les droits humains, là, eux, ils font des enquêtes là-dessus. Et il y a aussi la société civile qui est quand même assez mobilisée, comme cet observatoire qui documente. Il y a tout si vous voulez lire, ils ont allé sur leur site, ils ont et c'est en anglais, là, en anglais ou en espagnol, là, dépendant. Ils ont des rapports sûrement sur ABC, là, le triangle du lithium, l'Argentine, Bolivie, Chili. Donc, et c'est une analyse des impacts sur les droits humains. Et ils en ont un sur le salar d'Atacama aussi. Peut-être qu'on tombe dans la spéculation, mais je me demande dans ces mécaniques de résistance-là, est-ce que le facteur déterminant, vous pensez, c'est l'association, le lien que les Autochtones ont ensemble? Les Mapuches semblent avoir clairement un avantage, pas un avantage, mais plus d'avancée dans leurs revendications. Est-ce que c'est du fait qu'ils sont très liés et qu'ils ont une reconnaissance qui est accrue, ou c'est plus du fait qu'il n'y a pas d'énergie vraiment extractive sur leur territoire, fait que c'est plus facile peut-être d'avoir des concessions? Est-ce que vous pensez que, mettons, les communautés du Nord, qui étaient capables d'avoir davantage de liens sociaux ou qui étaient davantage structurés, pourraient avoir cette même genre de revendication-là de co-gouvernance? Pour les Diaguitas, oui, parce que les Diaguitas sont fragmentés. Les Mapuches sont très fragmentés aussi. Hein. C'est le discours que j'ai entendu avec les Mapuches, c'est qu'il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de conseil Mapuche. En fait, le seul endroit où il n'y a pas de fragmentation, c'est du côté du CPA, là, le Consejo des Pueblos Atacameños, qui, eux, ont... En fait, c'est comme un conseil tribal, hein, ça ressemble à ça, hein, qu'on a ici. Mais les autres sont très fragmentés, et les Mapuches aussi. Mais les Mapuches ont quand même une capacité de résistance. Ils ont un historique de résistance qui se mobilise aussi. Il y a une mobilisation. L'autre chose, c'est les niveaux d'éducation. Moi, j'étais à l'Université de la Frontera, il y a plein de profs Mapuches. Et ce qu'on ne voit pas tant ici. Donc, c'est là où on voit... Donc, ils se mobilisent. Et aussi, ils mobilisent Mining Watch, je ne sais pas si vous connaissez, hein, qui est un organisme, mais aussi... assez présent en fait. Dans le cas des Diaguitas, ils l'ont pas mal aidé dans le financement pour les poursuites et tout ça, parce que évidemment pour aller en cours, il faut de l'argent. Et c'est comme c'est l'Observatoire qui a fourni les avocats pour le Huesco Altinos. Alors c'est ça, c'est un petit peu tout ça qui leur permet de résister, mais bon, on voit que c'est quand même pas... Mais comme je vous dis, là, pour l'instant, je vois des projets arrêtés, donc ils sont capables. Mais bon, il y a des projets miniers qui fonctionnent là-bas.
Mais bon, celui-là à 4000 mètres, c'est peut-être pas idéal. Bon, à suivre, on discute, c'est pour l'or en plus. L'or, c'est pas pour la transition énergétique. Hein. On avait Hélène qui avait levé la main. Je ne sais pas, Hélène, si tu préfères poser ta question de vive voix. Sinon, on peut aussi lire, je crois que tu l'avais écrit dans le chat. C'est ça, je voulais savoir, avec l'élection du nouveau président, s'il allait avoir un recul, selon toi, ou un avancement par rapport aux droits des peuples autochtones au Chili? Au mieux, ça va rester pareil, et au pire, ça va être un recul. Mais ça ne va pas s'améliorer. Non, pas. Non, c'est les gouvernements de droite, on dit même d'extrême droite dans son cas, mais on va le voir, il n'a pas encore. On a dit ça pour Mélanie, puis finalement, elle a été un peu plus. Elle a quand même des éléments sur l'immigration qui sont très problématiques, mais bon, elle a quand même fait un changement. Mais Cast a un discours extrêmement. En fait, sa référence au gouvernement de Pinochet est très inquiétante. Parce que les droits autochtones, du temps de Pinochet, le droit pas juste des autochtones, les droits de tout le monde étaient menacés. Donc c'est. Bon, après, on verra, parce qu'on n'est pas non plus dans les années 70. À suivre, mais il est quand même porté sur un agenda très, très conservateur. On avait une question aussi dans le chat. On a Anaïs Gajardo qui demande: merci pour votre présentation. Auriez-vous des éléments de comparaison Chili-Canada en termes de stratégie de résistance des peuples autochtones aux activités extractives? En fait, elles sont un petit peu similaires. On a les Wet'suwet'en qui ont fait les barrages là, sur le gazoduc. Donc ça existe aussi au Canada. Il y a des mobilisations, il y a des barrages dans certains projets. Il y a eu des barrages sur la mine Tata. C'est utilisé aussi au Canada, mais peut-être un peu moins parce qu'au Canada, il y a plus de choix. C'est-à-dire qu'on peut aller en cours plus facilement. On a les instruments juridiques sont nettement plus développés, mais les coûts sont pareils. Et puis les temps... Parce qu'un barrage, ça va plus vite que d'aller en cours. Un cours, ça prend 2-3 ans, et puis ça prend. Donc, ça, tout dépendant du temps. Mais je dirais qu'on peut. C'est un peu. Les traditions ne sont pas les mêmes. C'est peut-être qu'il y a les mouvements sociaux sont beaucoup plus forts du côté au Chili, là, et plus structurés, mais ça reste quand même. Au Canada, on voit, il y a des barrages sur les routes forestières, sur les gazoducs, en tout cas. Il y a plusieurs exemples. Mais bon. La GRC intervient ici aussi, d'ailleurs. C'est un peu les mêmes histoires. Et juste pour rebondir un petit peu, est-ce qu'il y en a eu en contexte minier des résistances qui ont fonctionné? Il y a eu un peu autour de Tata, là, qui est une mine de fer chez Fairville, mais qui était plus sur le non-respect, le non-paiement et des choses comme ça. Donc, il y a eu. Ils ont bloqué le train. Il y a un petit groupe qui a bloqué le train aussi, mais qui n'était pas très suivi. C'est un peu moins parce que les minières sont plus. D'une part, l'impact des minières est plus localisé. C'est un peu de l'ordre. Les gazoducs, il est fort, mais il est quand même très circonscrit et ils ont des moyens. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'acheter la paix. On va dire ça comme ça. Donc, ils sont. Parce qu'ils savent que maintenant, la position locale et la question de l'activité sociale sont des enjeux pour eux. Là. S'il y a trop d'opposition, ils ne pourront pas se financer. Hein. Que c'est toujours ça, c'est des juniors qui montent les projets. Puis les juniors, ils essayent de vendre après un projet clairement. Puis plus le projet a d'acceptabilité sociale et puis de ressources, plus on l'enchère. Il y a la mine, mais peut-être que je me trompe, mais la phase 2 de la mine de route qu'on est net de l'Arctique Bay. Oui, c'est vrai, ils ont bloqué l'aéroport. Oui, je dois savoir, j'ai écrit un. Empêcher la phase 2. Oui. Comme la minière, le Côte-Cœur. En fait, ils sont deux. En fait, c'est les communautés qui sont opposées. Et puis, en fait, l'organisation inuit avait signé en plus. Et là, les communautés, justement, je parlais de conflits entre ça. Donc, les communautés, c'était pour Nilnet et Cloud River. Là. Ils ont envoyé un groupe qui est allé bloquer la piste pendant 11 jours. Il y a eu une médiation entre ça. Oui, ça. La mine Raglan? Non, ça c'est, comment elle s'appelle? C'est Baffinland, qui est au nord de l'île de Baffin. Non, c'est pas Glencore. Ça, c'est... Oui, Mary River. C'est Mary River, projet d'une mine de fer, avec du fer de concentration de 60%. C'est bon, ça. C'est pour ça qu'ils sont allés, parce que ça coûte cher.
Mais oui, c'est ça. Il y a eu beaucoup de contestations. Ça existe au Canada aussi. Hein, ça, oui, heureusement. On peut faire temps pour une dernière question. J'aurais une question sur, vous avez évoqué l'éducation tout à l'heure. Est-ce que comparativement au système québécois où on a assisté un peu à un relâchement à l'abandon de l'éducation, le Québécois en général, excusez le terme, est-ce qu'au Chili, c'est pas le contraire? Est-ce que les Autochtones n'ont pas plus bénéficié de regard dans ce sens? Il y a un accès à l'éducation, comme je vous ai dit, j'ai rencontré assez de professeurs mapuche que ils sont très présents, en tout cas en Araucanie. Ouais, mon travail portait pas sur le système d'éducation, donc c'est des choses que j'ai entendues, mais j'ai pas de. Il y a aussi il y a de l'éducation privée au Chili. Hein. Il y a eu une privatisation il y a un système à deux vitesses, hein, quand même. Donc, je dirais. Mais par contre, il y a beaucoup d'universités là. Si vous allez à Temuco, là, il y avait 3 universités pour une ville de 500 000, 600 000. Là. Donc, c'est quand même, oui, il y a des universités sur le territoire. Qui ont d'ailleurs une mission de développement régional. Donc, une dernière question en ligne de Alban da Silva qui demande: y a-t-il des logiques de résistance qui s'expriment par des dégradations des outils de la mine, comme on le voit régulièrement sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie? peut-être pas aussi violent qu'en Nouvelle-Calédonie, parce que Nouvelle-Calédonie, ça a été, mais oui, il y a la destruction. Ben justement, les accidents de terrorisme viennent de ça. Il y a des mouvements d'action directe mais pas dans l'ampleur de la Nouvelle-Calédonie. Ça a été quelque chose. Mais ça peut être utilisé aussi en Nouvelle-Calédonie, au Chili. Là. Je ne l'ai pas rencontré, par contre, mais en tout cas, en parlant d'histoire avec les Mapuches, c'est une stratégie qui peut être utilisée. Merci, Thierry. Merci d'avoir été là. Merci pour vos questions. Le prochain Midi du Sierra, c'est